I spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I hate the feeling when you're high but you're underneath the ceiling. Vous venez de recevoir un mail de Takeout. Comment ça va les gars ? Ça va très bien. Ça va et toi ? Bah ça va. Aujourd'hui gros sujet dont on connaît tous le nom mais qu'on n'utilise pas forcément, les newsletters. Bah, c'est surtout que quand on l'utilise, en général on a vite envie de se désabonner. Ouais c'est vrai. Alors qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont des pépites. C'est vrai, c'est un peu devenu un synonyme de spam newsletter avec le temps. Ouais. Et pourtant, Manuel, toi, t'es un grand utilisateur des newsletters. Alors, grand utilisateur, je sais pas. Non, il nous a fait le même coup tout à l'heure. Pour s'abonner à une newsletter des chats, Manuel, tu es un grand utilisateur. Non, ça veut dire que je kiffe les chats, surtout, plus que les newsletters. Mais il y en a de bien faites. En fait, les newsletters, c'est un peu comme les relations entre les gens, quelle qu'en soit la nature. Il y en a des réussis et d'autres ratés, en fait. Et donc, oui, c'est un outil ultra puissant, souvent très, très mal utilisé. Mm-hmm. Ben c'est ça, c'est surtout que en fait, comme tu le dis, l'image qu'on a de ça, c'est parce que les newsletters, c'était de base, enfin, en tout cas, plus généralement, pour des promos dégueulasses, des bandeaux publicitaires. En fait, à un moment, les gens se sont dit, ah bah tiens, nos bandeaux, c'est pas la même chose, nos bandeaux publicitaires, plutôt que de les mettre sur le site web, on va les afficher aussi dans les emails. Je pense que ça dépend aussi de la génération que tu représentes vis-à-vis d'Internet, en fait. Parce que, c'est là où ça va être très intéressant, ce podcast. Le début du web, sans vouloir faire le vieux, il y avait des newsletters extraordinaires, en fait. Et les marketeurs sont arrivés, et comme souvent, partout où passent les marketeurs, ils ruinent à peu près tout. Donc au début, c'était plus pour tenir informé. T'avais l'aspect communautaire ? C'était quoi, en fait, au début ? C'était surtout la seule façon d'avoir un lien communautaire. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Mm-hmm. Oui, avant Facebook. En fait, avant Facebook, tu avais les newsletters. Bah oui, largement avant Facebook. Puisque avant même le web, les emails existaient. Les emails sont nés quasiment en même temps que le web. Mais... On peut juste définir, au cas où, si certaines personnes ne savent pas ce qu'est une newsletter. Oui, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts mais qui ne savent pas ce que c'est que les newsletters. Ça existe vraiment ? Je t'assure que c'est envisageable comme possibilité. Hein. Et moi, j'aimerais finir par, du coup, si c'est votre cas, vous mettez le hashtag takeout sur Twitter. Et alors là, ça ne veut plus rien dire. Non, une newsletter, c'est quoi ? C'est un email. C'est un email de groupe que tu reçois. Sans voir les autres gens dans le groupe, si c'est bien fait, évidemment. Ouais, évidemment. Et donc, tu reçois à intervalles réguliers. La promesse, c'est de te dire, je t'envoie un contenu qui va t'intéresser sur un thème et qui va retenir ton attention. Alors, ça peut être un contenu qui te distrait, qui t'instruit, qui t'intéresse, qui t'aide à passer à l'action, etc. Alors, évidemment, il y a un usage commercial des newsletters. Donc, les marques ont tendance à envoyer et leurs actus et leurs promos en te les imposant. Souvent, tu crées un compte sur un site un peu scrupuleux, je trouve, là-dessus, parce que tu t'inscris vite fait avec une adresse email, il te le spécifie pas vraiment, et puis tu reçois des newsletters directement, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que souvent, c'est forcé aussi, ouais. Avant la GDPR, en plus, il y avait, tu vois, tu pouvais te faire... C'est quoi la GDPR ? RGPD. Ouais. C'est quoi rapidement ? C'est la réglementation européenne sur l'usage de tes données. C'est ce qui fait que tu vois aujourd'hui des petits banners qui disent on utilise des cookies partout. Et rien de rapport avec la bouffe ou les pancakes, évidemment. Et c'est ce qui fait que tu as maintenant des sanctions vraiment importantes qui sont prononcées contre les boîtes qui manipulent tes données contre ta volonté. Et donc, tu revois apparaître des liens unsubscribe sur les newsletters, là où les gens essayaient de les cacher avant, puisqu'ils n'étaient pas vraiment poursuivis ni condamnés pour ces questions-là. Donc, au tout début, c'était vraiment l'aspect communautaire, c'était le premier moyen de communication, en fait. C'était la première façon de former une communauté. C'était une communauté d'intérêt à qui t'envoyais de l'actu, des news, etc. Et les gens se passaient le mot en disant « Ah, t'as reçu la dernière newsletter, ah ouais, c'était vachement intéressant, etc. » Mais ils se le disaient dans la vraie vie, puisqu'il n'y avait aucun autre endroit pour se le dire.
l'autre élément communautaire qui existait au début du web, c'était les forums. Et puis ça coûtait cher du coup de lire une newsletter au tout début parce que tu consommais Internet différemment d'aujourd'hui. Bah, tu payais ta connexion à la minute connectée. Mais c'était vraiment un envoi de lettres numériques en fait. Ben moi, j'ai connu l'époque, où, mes parents s'en souviennent d'ailleurs, où en fait, tu te connectes, tu relèves tes mails, tu te déconnectes et tu les lis offline. Du coup, on aurait été content parce qu'avec la newsletter de Manuel, si vous ne la suivez pas encore, je vous invite à la suivre, évidemment. Comment on peut la suivre facilement, ta newsletter ? Et ben on mettra quoi ? On mettra pas de lien dans la description puisqu'il n'y a plus de vidéo. Sur Twitter, on va te suivre sur Twitter, Manuel Diaz, et puis vous irez voir sa newsletter, c'est une fois par semaine, le samedi. Samedi matin, ouais. Moi, je la trouve top. Et puis à l'époque, si on regardait ta newsletter, en plus, elle prend pas beaucoup de temps à lire. Elle est très impactante et elle impacte plutôt bien et sur les sujets que tu traites. Écoute, c'est gentil. Ça s'appelle Secret d'entrepreneur. J'essaye de raconter ce qu'on ne raconte pas de la vie des entrepreneurs habituellement. Et puis tu vas pas de main morte. Voilà, ça se fait dans un certain franc-parler, on va dire. Bah, c'est l'aspect aussi du cercle privé. En fait, on retrouve, je trouve, avec ta newsletter, ce côté un peu communautaire où tu as l'impression de participer un peu à la communauté des gens qui suivent Manuel. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi ? Pour moi, c'est l'antithèse, c'est l'opposé de la communauté newsletter. C'est au contraire très personnel. C'est un truc que je reçois entre le mail de Netflix qui me file mes recommandations, entre mon père qui m'a envoyé un mail pour me prévenir de quelque chose. Pour moi, c'est très personnel. Et c'est très personnel pour une autre raison. D'un tournoi de ping-pong. D'un tournoi de ping-pong. Et c'est très personnel pour une autre raison, c'est que je vois pas combien il y a de gens qui ont vu la newsletter. Je vois pas des commentaires sous la newsletter. J'ai l'impression que ça s'adresse à moi. Alors, il n'y a pas forcément mon prénom, mais j'ai l'impression que c'est Manuel qui m'a envoyé un mail à moi. Alors que sur n'importe quel autre réseau, je vais voir soit des retweets, soit des réponses, soit le nombre de vues, le nombre de likes, etc. Donc, pour moi, c'est au contraire pas du tout communautaire. J'ai pas du tout l'impression de faire partie d'une communauté. J'ai l'impression d'avoir demandé à Manuel, s'il te plaît, une fois par semaine, tu m'envoies un petit message de motivation. Ok, et pour toi Manuel, du coup, c'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que pour toi, les gens qui suivent ta newsletter, t'as l'aspect communautaire, toi, qui écris ou pas, du coup ? En fait, c'est ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que moi, j'essaye de faire une newsletter qui est très personnelle, où c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire sur les newsletters que Léo vient de faire, c'est que j'essaye de m'adresser à chaque personne individuellement. Donc, de faire en sorte que quand tu lis cet email, tu n'as pas le sentiment qu'il a été écrit pour plusieurs personnes, mais qu'il a été écrit pour toi. D'ailleurs, quand je l'écris, moi, mon astuce pour arriver à écrire ça, c'est que je me dis, je parle à un pote. Je parle à une personne. Je ne parle pas à des personnes. Je parle à une personne. Et d'ailleurs, c'est un des rares canaux où je tutoie les gens. Parce que je me dis, si je parle à un pote, je le tutoie. Ce qui est pas ma nature première, quand je ne connais pas les gens. Et donc... j'essaye de faire en sorte que ça soit vraiment un travail où tu te dis ok, je parle à une personne spécifiquement et je lui parle comme je suis moi dans la vie en fait. Et donc je veux que ça soit une correspondance privée et presque très personnelle en fait. D'ailleurs j'écris dans cette newsletter des trucs que je ne dis nulle part ailleurs sur aucun autre canal. De toute façon, tu pourrais même pas, en fait, dans le sens où c'est pas adapté, je trouve, la façon dont tu écris dans ta newsletter, c'est ça qui est un peu magique. Et paradoxalement, ça arrive à cristalliser pour le coup une communauté, c'est-à-dire une assemblée de personnes qui se retrouvent là-dedans et qui s'inscrivent à cette newsletter. Donc c'est paradoxal, c'est un canal que je veux le plus personnel possible et qui en même temps cristallise une communauté. Mais ce qui est déstabilisant, c'est qu'en tant qu'auteur, tu n'as, à la différence des autres canaux, Twitter, YouTube, etc., tu n'as aucune perception ni aucune voix de retour de cette communauté. Ce qui est très dur dans l'exercice de la newsletter, c'est que les gens ne likent pas, les gens ne commentent pas. Il n'y a aucune possibilité pour toi, en tant qu'auteur, d'avoir du feedback, sauf si les gens répondent. Et très peu le font. Parce que la majorité des mauvaises newsletters sont expédiées par noreply@trululu.com. Ouais. Mais du coup, tu gagnes quoi, toi, en tant que personne ? Après, on viendra, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler aussi des marques qui le font, du coup. Mais là, en parlant de toi, du coup, tu gagnes quoi ? T'as pas le retour des gens, tu vois les gens qui s'inscrivent. Est-ce qu'il y a un moment où ça peut t'aider à avoir un moyen de communication justement très privé, sans dépendre des réseaux sociaux ? Comment tu vois aujourd'hui le fait que tu investisses ton énergie dedans ?
pour moi, cette newsletter, c'est un lien privilégié avec ma vraie communauté. Mais vraiment, mes hardcore followers sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, certains répondent. C'est assez rigolo. Certains appuient sur le bouton reply et m'écrivent un email. Tu les reçois ? Je les reçois et je les réponds. Cool. Ok, d'accord. Donc, tu as quand même un moyen d'avoir un retour. Ok. Mais c'est one-to-one. Les autres ne le voient pas. Et c'est gratuit. Et évidemment, c'est Mais gratuit. ça fonctionne vraiment comme un envoi de lettres en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tu en envoies plein d'un coup, les gens le reçoivent dans leur boîte, et puis s'ils ont envie de faire l'effort de te répondre, ils peuvent le faire. Et s'ils veulent te sanctionner parce que ça fait plusieurs fois qu'ils lisent un truc qui ne mérite pas d'être dans leur inbox, eh bien, ils se désinscrivent. C'est à peu près le seul élément mesurable que tu peux voir. Le nombre de personnes qui s'inscrivent et le nombre de personnes qui se désinscrivent. Ça, c'est ta seule façon de mesurer la qualité de ton travail. Et moi, je le prends très au sérieux parce que je trouve que c'est une énorme preuve de confiance pour les gens que de te autoriser à arriver dans leur inbox. Bah ouais. Mhm. C'est un peu comme livrer son numéro de téléphone aujourd'hui. C'est même plus privé. Moi, j'ai certaines adresses email qui sont plus privées et mieux managées que mon numéro de téléphone. Parce que je pense que c'est plus chiant de changer une adresse mail que de changer un numéro de téléphone. Ouais. L'adresse mail est associée à tellement de comptes sur Internet que moi, je préfère changer mon numéro de téléphone que mon adresse mail. C'est vrai, c'est un bon dilemme. Qu'est-ce que préféreraient les gens ? Ça ferait réagir, ça, sur le hashtag À Takeout. mon avis, On vous le demande. 100% le numéro de téléphone. 100%. Parce que ton adresse mail, c'est un identifiant sur énormément de services sur lesquels tu vas tous les jours. Et c'est pour ça que c'est très intéressant dans la newsletter, c'est que c'est certainement l'identifiant le plus permanent que tu puisses obtenir de quelqu'un, d'un lecteur. Putain, vous êtes chiant. Moi, il y a un moment, j'avais lancé mes newsletters, mais je l'avais tellement mal fait que les gens pensaient que c'était pas moi qui l'avais fait. Vous imaginez un peu la déception, la solitude à ce moment-là. J'envoie ma newsletter et les gens m'ont mis sur Twitter « Attention, tu t'es fait usurper ton identité. » Peut-être aussi, c'est pas de ta faute, peut-être aussi parce que les gens trouvent ça dépassé. Et je pense que la principale raison pour laquelle les gens trouvent ça dépassé, c'est qu'on a perdu un peu l'usage du mail. Je pense que notre génération comprend pas trop à quoi ça sert d'échanger les mails. Nous, on l'a appris professionnellement. Parce qu'on sait maintenant que le business se situe dans le mail. On sait qu'on va pas faire du business dans les DM Instagram, etc. On doit passer par les mails. Avant ça, moi, j'utilisais jamais les mails. Disons que dans tes DM sur les réseaux sociaux, tu as des marques d'intérêt. Mais les conversations sérieuses ont lieu par email. Évidemment. Toujours. Elles ont toujours lieu par email. En général, Après, quand quelqu'un nous contacte et nous dit ouais, on peut passer par WhatsApp, s'il te plaît, déjà, je sais que je dois pas faire de business avec lui. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Ça part mal. Mais à part dans les crypto-monnaies, on peut pas encore faire grandement autrement. Tu vois, dans ce monde des cryptos qui est encore un peu jeune, tu t'adaptes. Mais aussi souvent, les gens, sous prétexte que tu envoies une newsletter, les gens surinvestissent sur la newsletter. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, c'est toujours pareil avec la technologie. Ils vont utiliser toutes les capacités de la technologie à fond. Donc, ils font un design de newsletter, ils mettent des images, des machins, des trucs. Oh, tu vois la gueule de ma newsletter. Ouais, mais moi, après, c'est du Imakina aussi, quoi. Je vois ta patte, c'est sobre, c'est simple et c'est efficace. Il y a un logo en haut à gauche et le reste, c'est du plain text. Terminé. Ce que je veux, c'est ton attention pleine et entière. Je suis pas là pour te distraire avec du design et des trucs jolis à regarder, etc. Non, je veux que tu lises et que tu ne vives jamais plus tes samedis comme tu les as vécus jusqu'à présent. C'est ça mon ambition. Comment ça se fait du coup que ceux qui se loupent le plus dans les newsletters, ce sont les gens qui, normalement, devraient le mieux maîtriser, qui est, pour le coup, le monde business, les marques et autres. Pourquoi, de manière très globale, il y a certaines marques qui ciblent vachement bien, qui ont même des newsletters adaptés à certains types de publics et autres sur leur site web. Ils repèrent ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment ceci, et qui peuvent adosser des promotions différentes à certains utilisateurs. Mais il faut le dire, la plupart du temps, la newsletter, elle te tombe dans la gueule. Quand t'as pas fait exprès de cliquer sur un truc, t'as rien décidé, et tu te retrouves avec 5 mails par jour. Ouais. Parce que ils confondent tout. Ils confondent un réseau social comme Twitter, Facebook, Instagram avec ma boîte mail. Et en fait, ma boîte mail, c'est un endroit sacré. C'est-à-dire que j'autorise peu de gens à y entrer. Alors, c'est pas vrai, on peut trouver mon adresse mail partout, etc. Mais c'est un endroit assez sacré. Si je vois un truc qui me plaît pas, qui devrait pas être là, ça part directement dans la corbeille ou dans les spams. Pourquoi ? Parce que quand tu vois une actu sur un fil d'actualité sur Twitter, par exemple, bon, tu la vois à un instant T.
tu reviens 10 minutes après, elle est plus là. Les mails, ça fonctionne autrement. C'est-à-dire que je vais revenir 3 jours après, le mail, si je ne l'ai pas dégagé, il sera toujours là. Donc c'est une place qui est ultra importante, ma boîte mail. Et je pense que la plupart des mecs qui veulent faire du marketing avec les newsletters, etc., ils t'envoient un billet sur ta boîte mail, comme ils pourraient t'envoyer un petit push-up sur ton iPhone ou alors un tweet sur Twitter. Et ça, c'est une très grande erreur. Ce que fait très bien Manuel, c'est de réserver un seul créneau par semaine, de faire en très peu de lignes et d'avoir vraiment une idée impactante qui va un petit peu changer ta journée et qui va vraiment être pertinent en fait. C'est ça qui est très intéressant avec la newsletter de Manuel et c'est ce que font pas la plupart des gens qui font des newsletters. Vous conseillez quoi aujourd'hui, Manuel, au sein d'Imakina? Certains clients, je sais que vous gérez plus ou moins de choses pour certains clients. Vous conseillez quoi en termes de newsletter? Alors moi, il y a un précepte que j'adore. D'ailleurs, c'est un bouquin. Il faut tout à fait cessante le lire. On vous donnera le lien aussi. Je ne sais pas trop sur Twitter, j'imagine. On fera un mail à la fin de ce podcast pour la personne qui se charge de la post-prod en lui disant « N'oublie pas, s'il te plaît, Thomas, on t'embrasse. » Qui s'appelle Permission Marketing, qui a été écrit par un mec que moi j'adore, qui s'appelle Seth Godin, qui est vraiment une de mes références sur la question du marketing. C'est le genou de Léo qui grince. Plus de Seth Godin, je pense. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, Seth Godin, vraiment, si vous regardez dans Amazon Permission Marketing, il faut lire ce livre. Les gens n'en peuvent plus. À chaque podcast, je vois des screenshots sur le hashtag takeout de « Bon bah merci, du coup c'est commandé. » Les mecs, ils n'en peuvent Toutes les plus. semaines, il y a 4 livres à lire. Laissons les gens tranquilles. Non, mais il est exceptionnel. Plus des newsletters maintenant. On se l'est fait cette semaine aussi. On a parlé d'un sujet. On s'est fait Seth Godin cette semaine? Non, Ah. non. On a parlé d'un Sans sujet. moi, hein. Et tu cherchais des références là-dessus et tu m'as Oui. dit ah putain tu fais chier. J'ai acheté, après une conversation avec Manuel, j'ai acheté 4 livres de Freud. Voilà. Chouette. Voilà, bon là c'est du lourd, on est dans du lourd, épais, compliqué, voilà. Mais non, là il faut lire Permission Marketing et le précepte est assez simple à comprendre. Tout part du principe que les gens te donnent leur permission pour faire quelque chose. Ouais. Quand quelqu'un te donne son adresse email, il te donne la permission de t'adresser directement à lui et d'aller dans ce que disait Léo, c'est-à-dire un lieu intime qui est sa boîte mail. Et donc, il faut que tu considères que tu dois être à la hauteur de la permission qu'il t'a donnée. Et il ne faut pas le décevoir. Et donc, à partir de là, ça t'oblige à fournir un contenu original, donc qui n'a pas été publié ailleurs. La majorité des marques mettent dans leur newsletter des contenus qu'ils ont déjà publiés ailleurs. C'est juste des digests, en fait. C'est dommage. Ça t'oblige à entretenir une relation personnelle. Donc, les marques devraient hyper travailler la segmentation et le ciblage. Parce que si moi, tu m'envoies des trucs sur les chiens, je considère que tu ne me connais pas. Si tu m'envoies des trucs sur les chats, je considère que tu me connais. Mais tu vois, ça ne pardonne pas. L'email est tellement un sujet personnel et intime que ça ne peut pas souffrir d'à peu près. Ouais. Tu es obligé d'être très bon et d'avoir compris ce système qui est je t'ai donné la permission d'être à cet endroit. Et donc maintenant, sois à la hauteur de la permission que je t'ai donnée. C'est l'étape juste avant de donner ton numéro, en fait. Bien sûr. C'est un vrai moyen de contact direct. Moi, tu m'envoies un mail, je vais recevoir une notification sur mon téléphone. C'est ultra fort comme permission. Tu reçois une notification à chaque mail? Bah oui, qui est silencieuse, mais j'en reçois une. Ouais. Ok. Moi non, pour le coup. Ça dépend des adresses mail, certainement. Ok. Oui, sur mon adresse mail perso. Je reçois une notification instantanément, c'est ultra important. Et parmi tous ces gens, Tu fais bien de me le dire. parmi tous ces gens qui sont abonnés aux newsletters, on n'a pas de chiffres précis à donner. C'est des choses, justement, comme on le disait, qui sont vachement privées, moins publiques, comme les réseaux sociaux qui partagent facilement le nombre de vues d'un post ou autre. Mais est-ce que, par exemple, Manuel, tu sais dire aujourd'hui, justement, ce qui est intéressant, c'est avec ce bouton se désabonner et autres, finalement, les gens choisissent à chaque nouvelle newsletter de rester ou de partir. Donc, c'est pas forcément comme un abonnement à l'année où tu ne vois qu'au bout de 12 mois si les gens se réinscrivent ou pas. Là, tu le vois vraiment très rapidement. Est-ce qu'il y a vraiment justement cette proximité où tu vois qu'il y a, j'en sais rien, une transformation si tu mets un lien sur une newsletter dans une newsletter? Est-ce que tu vois que tu peux vraiment avoir une portée grâce à une newsletter? Les taux d'ouverture, déjà. Ah, ça tu le vois? Ouais, Ok. c'est un élément très, très important. Parce que si tu bombardes
d'emails, mais que personne les ouvre, ça n'a aucun intérêt. Puis c'est pas bon pour la planète. Donc c'est comme parler tout seul dans une pièce, en fait, si tu veux. Donc le taux d'ouverture est un gros indicateur. Le taux de clic peut être intéressant, ça dépend de comment tu manages ta ligne éditoriale dans ta newsletter. Donc s'il y a des liens partout, tu sais exactement sur quel lien les gens ont cliqué, ce qui les a intéressés le plus. Donc ça peut être une bonne indication si tu es un auteur pour savoir ce qui les intéresse le plus. C'est un marqueur d'intérêt, on va dire. Et puis évidemment, tu as les taux d'inscription et de désinscription. Après, les gens sont assez raisonnables, c'est-à-dire que moi, ce que je constate, basé sur mon expérience et sur les clients qu'on accompagne, c'est que les gens ne se désinscrivent pas sous prétexte que la newsletter leur a un peu moins plu cette fois-ci. Il va falloir les décevoir plusieurs fois pour qu'ils se désinscrivent. Ou alors qu'ils se sont inscrits sans avoir un parcours qui les implique beaucoup. Dans le sens où si demain, j'en sais rien, on veut s'abonner à ton compte Twitter et que pour s'abonner à ton compte Twitter, on doit laisser son adresse mail et que du coup, on reçoit la newsletter, là, tu peux avoir un taux de désinscription beaucoup plus important. Mais par exemple, dans ce podcast, si des gens prennent la peine d'aller sur Google ou autre, qui tapent ton nom Twitter, qu'ils aillent dans ta newsletter et qu'ils s'inscrivent, avant qu'ils se désabonnent, il va se passer quand même un peu de temps parce que la personne aura vraiment eu souvenir de quand est-ce qu'elle s'est inscrite, pourquoi, par quels moyens. Ce que tu décris, c'est le principe de la permission. C'est-à-dire que moi, je fais pas beaucoup la promo de ma newsletter parce que je veux être sûr que dans les personnes qui reçoivent ma newsletter, il n'y a vraiment que des gens qui l'ont choisi. Je suis pas là en train de faire... Ça, c'est super intéressant. Hein. Le hard push de ma newsletter, etc. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens avec des taux d'ouverture au-delà de 90%, ce qui est redoutable. C'est incroyable. Sur le principe des newsletters, et d'être sûr d'avoir des gens qui ont envie de la lire. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, une newsletter, vaut mieux qu'il y ait peu de monde inscrit, mais que ça soit quelque chose de très concret avec un taux d'ouverture très haut, plutôt que comme un réseau social, énormément d'inscrits, histoire de faire beau dans ta page privée, mais finalement très peu de transformation, très peu de contenu privé avec les gens qui suivent, etc. Il y a deux choses qui sont très différentes en fait. Sur un réseau social, tu parles à tout le monde. C'est-à-dire que moi je peux faire un tweet, je suis pas un compte privé ou quoi, n'importe qui pourra voir mon tweet. Et d'ailleurs, si tu fais un tweet en tutoyant les gens, c'est très bizarre. D'ailleurs, c'est très bizarre. Bah oui, il y a plein de gens qui répondent, il y a plein de likes, etc. Et puis surtout, n'importe qui peut le voir. Il suffit que un mec ultra connu sur Twitter retweet ce que j'ai dit, et tout de suite, ça va parler à énormément de monde. Alors qu'une newsletter, c'est complètement différent. Manuel ne parle qu'à des gens qui veulent l'entendre, qui veulent le lire en fait. Donc forcément, c'est beaucoup plus personnel. Forcément, tu sais qui s'adresse à toi. Donc tu peux pas faire non plus un contenu qui est vraiment, y a pas de, comment dire, il y a pas de viralité dans une newsletter. Ça n'existe pas. La méthode de collecte est très importante. Si tu veux, moi, les gens qui sont inscrits à ma newsletter, c'est un par un, en fait. C'est parce qu'ils ont découvert, parce que ils ont vu que j'en avais parlé à un endroit, ou ils ont été sur mon site et ils se sont inscrits à la newsletter. Ils se sont dit, ah ok, alors a priori... Alors, moi, j'affiche les choses très clairement. Tu t'inscris à ma newsletter, il y a marqué, je vais te partager des secrets d'entrepreneurs, on va parler d'entrepreneuriat. Après, ils s'inscrivent dans le truc et ils rejoignent des gens qui lisent ça et ça leur plaît ou ça leur plaît pas. C'est à eux d'arbitrer. Mais je n'ai jamais pris une base de gens que je connaissais et je les ai automatiquement inscrits à ma newsletter. Ah, ça, c'est une erreur que j'ai fait alors. Parce que par exemple, de mon côté, tous les abonnés qui étaient inscrits à mon site internet à l'époque où il y avait des articles dessus, j'ai pris toute la base mail de 30 000 mails et j'ai envoyé la newsletter. C'est important de partager aussi parce que à chaque fois on dit qu'on partage pas souvent des échecs et autres, mais il y en a eu plein. Hein. Chacun de nous a fait plein d'échecs. Mais là, moi, c'était un énorme échec la newsletter quand je l'ai lancée. En fait, je pense que c'est très très important d'avoir la permission des gens. C'est moi évidemment que j'ai plein de contacts, j'ai des contacts. Tu prends mon adresse book dans mon téléphone, il y a plein de gens que je connais, mais tant qu'ils n'ont pas fait la démarche volontaire d'aller s'inscrire à ma newsletter, c'est super intéressant. Mais t'imagines, ce serait comme faire la démarche de prendre tous les gens qui te suivent sur Twitter et il y a une fonction automatique, tu peux les faire s'abonner à ta chaîne YouTube. C'est un enfer. Et en plus, tu peux activer la cloche pour eux. Ah ouais, ils sont pas abonnés à ta chaîne, ils ont fait aucune démarche, mais toi, à chaque fois que tu sors une vidéo, ça envoie un push-up sur leur iPhone.
C'est un cauchemar. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette intimité. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, je pense qu'il faut revenir à ça. Et je trouve que l'outil newsletter est extrêmement noble si tu le respectes. À partir du moment où tu le respectes pas, où tu prends des bases de données dans tous les sens, où tu as récolté les opt-ins un peu de façon bizarre, si tu n'as pas bien respecté la loi ou les règles, tu as pris différentes bases de données dans des coins et puis tu as assemblé tout ça dans des mailing lists et puis tu dis oh, bah, de toute façon s'ils veulent pas ils ont qu'à unsubscribe et puis je mets un lien et puis voilà. Ouais, c'est ça, bonjour, c'était moi il y a quelques années, voilà, c'est ça, exactement. Et tout ça, et ben à la fin de la fin, ça fait des tonnes de gens qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont absolument pas je vous embrasse, donné leur évidemment. permission. Mais d'autant voilà. que ça n'a aucune valeur parce que t'envoies une newsletter à des gens qui veulent bien la lire. Sinon, oui. sinon ça n'a aucune pertinence. Et j'ai compris les gars, hein, c'est bon, j'ai Non, compris. mais C'est pas contre toi. Hein. Non, mais parce que moi, si je reçois un mail d'une newsletter à laquelle je me souviens pas m'être abonné, je la lis pas en fait. Bah ça part mal. Elle part direct dans les spams. C'est comme quelqu'un qui arrive et qui dit ah ben tiens on a rendez-vous ensemble alors que vous avez jamais pris rendez-vous. Ah, c'est bien ça, c'est une putain de bonne Ouais, c'est un peu comparaison. Et là tu dis bah il y a un malaise quand même, tu vois, c'est bizarre, c'est un peu malaisant comme situation. Un inconnu qui te croise dans la rue qui dit on bouffe ensemble à midi. C'est exactement ça. Du coup les gars, je me pose une question est-ce que avec la puissance de la newsletter, vous pensez que juste grâce à une newsletter, on peut créer un business? Bien sûr que oui. Bah, Mais c'est déjà le évidemment. cas en fait depuis une trentaine d'années. Il y a des gens qui font, et Romain je pense que ça n'a pas réalisé, il y a des gens qui font plusieurs millions d'euros En envoyant un mail? en envoyant des mails. Mais Pourquoi? qui sont Parce ces qu'ils gens? ont- Bah plein. Sans avoir d'autres trucs, sans avoir d'autres réseaux sociaux et autres, genre tu pars Ouais, d'un ils site ont- internet où il y a un truc plutôt cool, tu commences par une ou deux personnes ou ton entourage, etc. Ouais. Comment tu fais? Imagine déjà une seule chose, sans parler de vendre un produit ou quoi que ce soit. C'est un peu ce que fait Facebook. C'est le modèle économique de Facebook. C'est prendre des données, l'associer à la pertinence d'un marché, etc. et ensuite les vendre à des annonceurs. Ouais. Si moi j'ai une trentaine de milliers d'adresses mail et je dis ils sont vachement intéressés par la tech et j'ai une boîte qui vient me voir et qui me dit bah je cherche des gens qui sont intéressés par la tech et je leur donne tous ces profils, toutes ces adresses mail de gens qui sont intéressés par la tech. Ça vaut super cher. Oui, mais ça, normalement, t'as pas le droit de le faire. Moi, Non. je parle d'un entrepreneur, par exemple, je te donne un exemple, mais un boulanger qui n'a pas de boulangerie physique, ok, qu'on ne voit pas, mais il fait du pain et il y a une livraison automatique pour tous les gens qui sont abonnés à la newsletter et qui répondent à la newsletter en mode bonjour, j'aimerais 2 baguettes. Est-ce que vous pensez que cet outil pourrait être puissant pour ça? En fait, c'est le modèle de Substack et autres. Il y a Twitter qui va arriver sur ce marché, mais je laisserai Léo en parler puisqu'on a. J'ai juste vu l'info passer, donc vas-y, fais-toi plaisir. Mais tu regardes les communautés comme Substack ou autre, qui est un endroit sur lequel on publie du contenu. C'est un peu un médium, en fait, on va dire. Il y a vraiment des gourous dans le domaine des newsletters. C'est-à-dire que tu as des mecs ultra connus sous le manteau, en fait. C'est pas une notoriété très publique, c'est plutôt une notoriété un peu où on se passe l'info comme ça. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, la principale source d'inscription à ma newsletter, c'est les mecs qui se passent le mot les uns aux autres. En fait, c'est le bouche à oreille. Et en fait, et qui font un business de ça. Pourquoi? Parce que ils se passent l'info, ils créent une communauté, les gens adorent lire leur contenu parce qu'ils trouvent ça vachement intéressant. Et quand ils disent à leur audience, j'ai sorti un produit qui peut être un livre, un podcast payant, parce que maintenant les podcasts peuvent être payants, Ok. etc., etc. Mais leur audience se dit, mais attends, j'aime tellement son contenu qu'évidemment, ça fait 4 mois qu'il m'envoie du contenu gratos. Et les gars, vous imaginez avec le sujet des NFT dont on a parlé la dernière fois, s'il y a des artistes, designers ou peu importe, mais qui te partagent des dessins ou des nouvelles créations uniquement par newsletter dans une blockchain privée et autres. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un outil marketing extrêmement puissant. Je n'arrive pas à comprendre que les gens ne l'utilisent pas mieux. Il y a d'ailleurs la newsletter payante 21 millions qui parle de l'actualité de la blockchain avec des interviews, etc. C'est vrai. Il y a vraiment des newsletters qui sont extrêmement intéressantes. Et même Asher en a une avec Just Mining de temps en temps. C'est Just Mining est ravi de vous annoncer qu'on collabore avec machin ou voilà. Ou sur les actus de la tech en général, il y a une newsletter que j'aime beaucoup qui s'appelle Citronium. Donc Citronium, 21 millions si on peut conseiller, ok. Voilà, qui est une newsletter payante, Citronium. Donc tu payes pour recevoir cette newsletter. Mais non, c'est une blague. Et 21 millions aussi. Hein.
Et Attends, mais moi je découvre les gars. Moi je suis de YouTube où je fais des partenariats, je dis bonjour, la vidéo est je sponsorisée. suis hein. de YouTube, je viens de la planète YouTube. C'est exactement. Bonjour comme, à tous. C'est exactement comme être abonné à un magazine dans la presse. C'est la même chose, sauf que ça devient par mail. Donc c'est une newsletter. Tu payes des mails. Ouais. Mec, c'est génial. Bah, tu payes le Ouais, le contenu. Non, mais je veux pas, contenu. je veux surtout pas dénigrer. C'est juste que je ne Ouais. connais pas quoi. Le mail, c'est juste le moyen de transmission qui est utilisé. Ouais, ok. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est le contenu. Tu vois le mail qu'envoie Manuel tous les week-ends. Et tu peux mettre des pièces jointes du coup, comme dans un mail classique. Bah bien sûr. Alors Citronium, la newsletter Je dont je découvre, parle, c'est incroyable. c'est une newsletter qui est écrite par Éric Dupin. Des JPEG ou des PNG. Je viens de poser la question, est-ce que dans un mail, on peut mettre Mais non, mais une page JPEG? vu que je me suis dit une newsletter, si c'est envoyé genre à 1 million de personnes, est-ce que les serveurs sont capables aujourd'hui de gérer, tu vois, des images ou des mini-vidéos? Si on a créé Netflix, je pense qu'on peut envoyer des mails avec des images. Ouais. Oui, bon, ok, Ça va mais le du faire, coup, demain, je Manuel, crois. dans ta newsletter, tu pourrais faire une mini-vidéo privée que pour les gens qui... Je pourrais mettre un lien vers une vidéo qui Sextape. sont inscrits. Alors je pensais pas vraiment Ah, à ça. C'est pas dommage. trop- c'est J'aurais pas trop voulu- mon enfin, truc. je Un autre voulais- type ok. de newsletter, ça. Dommage. Mais je pourrais faire des liens vers des vidéos qui sont du contenu que tu ne verras que si tu es abonné à mes newsletters. En non répertorié sur ta chaîne YouTube et tu partages, par Exactement. exemple. Ok. C'est prévu d'ailleurs. Bien, Oh. j'aime bien. Oh, le teasing. Et donc, je vais rendre hommage à Éric Dupin qui fait Citronium, qui était le fondateur de Presse Citron. Que j'ai accepté Ah. sur Facebook récemment d'ailleurs. Ah ben voilà, C'est c'est un mec super intéressant ça, mec. Tu Ouais, pourras je m'en nous en doute. parler dans ta newsletter Un sur mec laquelle très bien. t'as forcé des gens à s'abonner. Bon, j'ai compris, je referai une newsletter en mode manuel. Manuel va m'aider à faire mes newsletters. Donc Eric, il avait fondé Presse Citron, il l'a revendu et maintenant il fait une newsletter payante qui est en fait, tu payes pour avoir accès à son point de vue sur l'actu de la tech où toutes les semaines, une fois par semaine, il t'envoie le résumé de l'actu de la tech avec son point de vue. Ah, mais c'est. Ok, maintenant ça me parle. Dans les cryptos, il y en a qui font ça où ils te partagent leur portefeuille. Voilà. Toutes les semaines, ils te partagent leur portefeuille de ce qu'ils ont acheté, pas acheté. Après, c'est Bah, pas un conseil d'investissement, tu fais ce que tu veux, mais voilà, moi, ce que j'ai fait, quoi. Bah voilà. Ok. Moi, je suis abonné à Citronium parce que ça C'est m'intéresse stylé. d'avoir l'avis d'Eric sur l'actu de la tech. Voilà. Moi, je suis abonné à 21 millions parce que j'ai pas trop envie de toute la journée, toute la semaine scruter Parce que t'as envie d'être riche. les actus, les infos sur la blockchain parce que ça prend beaucoup de temps. En revanche, recevoir un mail de temps en temps qui m'explique ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a à retenir sur l'actu de la blockchain, ça m'intéresse. On est dans un monde de profusion. Faut bien comprendre ça. En fait, de l'actu, il y en a de partout. C'est la cacophonie complète. Donc, tu as des vidéos YouTube, tu as des comptes Twitter, tu as des communautés Telegram, etc., etc. Il y en a de partout. Au bout d'un moment, le mec qui fait vraiment la synthèse, qui rajoute son point de vue, dans lequel tu as du trust, que tu as envie d'écouter, etc., ça a de la valeur. Et donc, tu acceptes de payer pour avoir cette valeur. Mais souvent, c'est des montants tout petits. Hein, ça coûte pas cher. Mhm. Mais je trouve que c'est intéressant de reconnaître cette valeur. En termes d'énergie et justement de valeur, est-ce que c'est intéressant là aussi ou est-ce que ça te prend aujourd'hui beaucoup de temps et tu sais pas encore trop où ça te mène? Alors, tu peux parler à la fois perso avec la tienne de newsletter, Manuel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te demande d'allouer des équipes comme des rédacteurs spécifiques pour des newsletters? Je parle de grosses marques, mais comme Nike ou Apple qui ont aussi des newsletters, mais différentes, très ciblées, etc. Très haut de gamme. Comment ça se passe? Alors souvent, pour les marques, oui, tu alloues des équipes. Parce qu'en réalité, quand ils shootent une newsletter, pour les marques qui travaillent bien, hein, donc on va parler de Nike par exemple, ils vont envoyer une newsletter, mais en réalité, personne ne va jamais recevoir la même newsletter. C'est-à-dire qu'ils vont faire une newsletter qui fait 25 pages. Ensuite, ils vont prendre les datas qu'ils ont sur toi. Que tu auras autorisé via ton compte, etc. Exactement, Ok. en souscrivant à la newsletter et en autorisant sur Nike.com à partager tes données d'achat avec Nike, en fait. Et ensuite, ils vont t'envoyer des contenus qui t'intéressent, qui sont ciblés. Moi, par exemple, si tu m'envoies des contenus sur le football, j'en ai rien à foutre. Si tu m'envoies du contenu sur le basketball, ça m'intéresse. Donc la newsletter de Nike que je reçois, elle est très centrée basketball. Parce que c'est mes goûts. Et parce que ils savent que c'est toutes les prefs que j'ai mis dans toutes mes apps Nike, dans toutes mes wishlists, etc. etc. Ou Nike SB.
les produits plutôt skate, etc. Donc ça, c'est la newsletter que je reçois. Mais en réalité, cette même newsletter, quand elle part chez toi, elle n'est pas du tout composée des mêmes contenus. Parce qu'ils connaissent ton profil à toi, en fait. Donc oui, ça demande d'allouer des ressources. Pour ce type de newsletter qui sont très marketés. Après, sur les newsletters de type, que moi j'appelle de type auteur, où tu veux vraiment le point de vue de quelqu'un, où tu es dans la communauté de quelqu'un, etc., comme ma newsletter perso, là c'est différent. Il y a des gens pour qui ça prend du temps d'écrire leur newsletter, il y en a d'autres pour lesquels c'est plutôt des fulgurances. C'est mon anecdote sur les artistes. Ce que tu payes, c'est pas le temps qu'il a mis à peindre le tableau. Ce que tu payes, c'est toutes les années d'apprentissage pour maîtriser, arriver à ce degré de maîtrise du dessin. J'aimerais beaucoup, juste, je te laisse, mais je sais que tu as une mini-histoire à chaque fois que tu m'avais raconté dessus pour comprendre la valeur. J'adore. La différence entre le coût et la valeur. Ouais, j'adore. Si tu peux juste raconter l'histoire. Tu veux la raconter ? Non, toi. Moi ? Ouais. Ok, si vous voulez. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui est passionné de coques, en fait. Il collectionne les coques sous toutes leurs formes, en fait, les dessins de coques, les petites miniatures de coques, etc. Et dans sa région, ça se passe au Japon, il y a un mec qui est connu pour faire des peintures de coques. Et donc, il va voir ce grand artiste et il lui dit « Bon, ben voilà, je voudrais une peinture de coque parce que vraiment, là, on me dit que vous êtes le meilleur et que c'est pour aller dans mon salon, une grosse peinture de coque, ça serait vraiment bien, mais je voudrais connaître le prix d'une peinture, etc., etc. » Et donc, le mec cherche à comprendre combien ça va lui coûter, combien de temps ça va prendre, etc., etc. Et le mec lui donne un prix. Il lui dit, voilà, ça va coûter $10 000. Le mec se dit, putain, c'est quand même pas donné et tout, mais bon, je suis fan de coque, j'y vais. Et il lui dit, ok. Et donc là, le mec lui dit, bah, bougez pas, asseyez-vous là. Et il peint son tableau. Et 5 minutes après, son tableau est terminé. Et le tableau est magnifique. C'est le plus beau coque que tu pouvais rêver d'avoir peint sur un tableau pour mettre chez toi quand tu es un fan de coque. Et le mec dit, mais attendez, $10 000, ça vous a pris 5 minutes, sincèrement, c'est exage, quoi. Tu vois, t'as pas le droit de faire ça, en fait. Et le mec le regarde et lui dit, mais t'as pas payé les 5 minutes. T'as payé les 40 ans que j'ai appris, que j'ai passé à apprendre pour arriver à atteindre ce niveau de maîtrise. Voilà. Voilà, je trouvais que ça résumait bien aussi et Très ça peut. important, ouais. Voilà, c'est un facteur à prendre en compte. Puisque tu posais cette question, pour ma part, pour ce qui me concerne, moi j'écris mes newsletters très vite. Donc j'envoie mes newsletters le samedi matin à 8h30. Voilà, toutes mes newsletters partent le samedi matin à 8h30. Et j'écris mes newsletters le vendredi soir. Et ça me prend 20-30 minutes max. Tu te notes des sujets dans la semaine ou autre Mais en réalité, j'y pense toute la semaine. Voilà. Oui, et puis ça te prend peu de temps parce que ça fait des années que t'es dans le métier et que tout ce que tu racontes, en fait, t'es déjà pro là-dessus, en fait. Ça m'est arrivé. T'as déjà je toutes l'ai ces connaissances, en fait. J'ai accumulé cette connaissance, etc. T'as appris à dessiner le coq. J'ai appris à dessiner ce coq et surtout, j'adore storyteller. C'est vraiment mon truc. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites au sein d'Imakina, c'est créer les plus belles histoires pour les marques avec qui vous travaillez. Toi, Léo, est-ce que ça te donnerait l'idée de créer une newsletter ? Pas du tout. Pourquoi ? Je vais déjà essayer d'écrire des vidéos. C'est vrai que ça serait bien. D'ailleurs, les gens l'ont dit dans le dernier podcast, ils ont dit « Ouais, Romain, il t'avait lancé le challenge de faire une vidéo machin, on n'a rien vu sur ta chaîne. » Je partais du principe que quand Romain me lance un challenge, je l'écoute pas. Voilà, allez. Non, les newsletters, ça m'intéresse pas de fou, mais parce que je suis pas trop dans la récurrence. Moi, je suis beaucoup dans la fulgurance. Dans la peinture de coques de temps en temps, de temps à autre. Je peins des coques. Mais ils sont très beaux. Mais effectivement, ils viennent pas forcément toutes les semaines. Donc, la newsletter, ce sera pas pour tout de suite. Écoutez les gars, j'ai été ravi
partager ce podcast. Je pense qu'il est top. Je suis impatient aussi de voir le retour de la communauté au fur et à mesure là sur Twitter avec le hashtag toujours takeout. Parlez-nous sur T4, nous on a hâte de vous entendre. Ouais, moi ça m'intéresse pour le coup vraiment de savoir si les gens suivent des newsletters parce que j'en suis pas tant que ça. Et pourquoi pas avoir quelques recos, ça peut être intéressant. À bientôt. Salut. La Bye bise. bye. That's the problem with a closed door. Good news, good news, good news. That's all they wanna hear. No, they don't like it when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable, so different. What's the difference? There's a whole lot more for me waiting on the other side. I'm always wondering if it feel like summer. I know maybe I'm too late.